Ce matin, nous sommes ravis d'avoir notre premier conférencier. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. C'est une femme étonnante, oui. Donc, on est vraiment ravis de la voir. Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations et professeure adjointe. Laissez-moi vous la présenter en quelques mots pour celles et ceux qui seraient moins familiers avec son travail. Alors, Madame Blackstock est professeure adjointe à l'Université de l'Alberta et membre de la Première Nation Gibson. Cindy possède une expérience de 25 années de travail dans le domaine de la protection de l'enfance et des droits des enfants autochtones. Un travail qui a été reconnu par de nombreux prix, par de nombreuses organisations, dont la Fondation nationale des réalisations autochtones, le Noble Women's Initiative et le Frontline Defenders. Alors, Cindy a fait les manchettes récemment et c'est pour ça qu'on est très content de l'avoir avec nous ce matin. Lorsqu'elle a remporté une victoire éclatante et très importante devant le tribunal canadien des droits de la personne qui a rendu une décision demandant au gouvernement fédéral de procéder à une réforme des programmes d'aide à l'enfance offerts dans les réserves. Cette victoire repose sur plusieurs années de travail acharné. Nous sommes très heureux de l'entendre nous en parler. Madame Blackstock. Thank you. Merci. Alors, bienvenue sur le territoire algonquin. Nous tous. Nous tous. Cette semaine, 9 personnes sont décédées dans un feu. On a trouvé une femme noyée, une femme des Premières Nations, dans une rivière à Thunder Bay. On ne sait pas ce qui s'est passé. Des enfants continuent de disparaître. Et chaque nuit, les enfants des Premières Nations passent au moins 9500 heures dans des familles d'accueil et dorment dans ces familles au lieu de dormir dans leur famille. Beaucoup de gens disent que traiter avec les enjeux des enfants des Premières Nations, vu qu'il y en a tellement, ça complexe. C'est une situation complexe. Ma mère avait un dicton pour cela. Elle disait que lorsque les gens trouvent que les choses sont complexes, il faut trouver ce qui est évident, parce que souvent les gens ne le font pas. Et ce qui est évident, c'est que ce sont là des symptômes de la discrimination fédérale dans sa politique fiscale. Depuis la Confédération, on dit aux enfants des Premières Nations, comme une fille non autochtone l'a dit, la discrimination, c'est lorsque le gouvernement dit que vous ne valez pas l'argent. Vous ne valez pas l'argent qu'il faut investir en éducation, vous recevez moins pour l'eau, moins d'argent pour l'aide à l'enfance, moins d'argent pour les loisirs, la langue et la culture, et un public ignorant croit que vous en recevez plus. C'est le plus grand enjeu en matière de droits de la personne dans ce pays et pourtant, ça n'a pas pu en fait intéresser les Canadiens. À certains égards, je pense que c'est parce que ça va à l'encontre de ce que ce pays est. C'est un endroit où il y a justice. On a du mal à croire que nos gouvernements, depuis 140 ans, ont sciemment donné aux enfants des Premières Nations moins de services. Et cela a en fait été éternisé par ce qu'on a appelé l'égalité croissante. Dans ce sens qu'il y a tellement d'inégalités chez les enfants des Premières Nations que dans tout cycle budgétaire, le gouvernement pourrait vous donner un peu plus d'argent pour l'éducation, peut-être un peu plus d'argent pour l'eau, mais c'est toujours bien en deçà de ce que les autres Canadiens reçoivent. Et ce qu'on a dans l'esprit des Canadiens, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas reconnaissant? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux de recevoir beaucoup moins que les autres? Mais c'est un récit qu'ils ignorent. Nous recevons cet argent, mais c'est toujours en deçà de ce que les autres enfants reçoivent. Les défenseurs de l'égalité graduelle utilisent des mots tels que les premières étapes, n'est-ce pas un bon départ? Il faut commencer quelque part.
Et ceux qui défendent cette inégalité, ce sont déjà ceux qui sont traités également. N'est-ce pas? Voici un rapport sur l'éducation des Premières Nations. Vous voyez, c'est rédigé en 1967 par Alex Sims. Ça a été écrit pour le ministère des Affaires indiennes. Et ce rapport posait une question percutante à l'époque, à savoir, est-ce que l'Ontario peut se permettre d'attendre ce changement glacial pour permettre l'égalité? À quand les changements significatifs dans les réalisations des enfants? Quand est-ce qu'on va reconnaître ces réalisations? Lorsqu'on signale l'inégalité dramatique chez les Premières Nations dans l'enseignement secondaire en Ontario. J'avais 3 ans. J'étais l'un des enfants qui aurait pu profiter de cette situation si les gens avaient écouté Sims. Mais ça n'a pas été le cas. Mais maintenant, presque 50 ans après, il y a toujours cette politique de l'égalité étapiste. C'est ça le danger, ça n'arrive jamais. Et Sheila Fraser et Michael Ferguson, les vérificateurs généraux, ont constamment signalé et dénoncé ces inégalités dans chaque domaine d'expérience des Premières Nations. Dans son dernier rapport, Sheila Fraser s'est dit profondément déçue par le manque de progrès dans ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas comme si le gouvernement fédéral ignorait ce qui se passe. Le gouvernement fédéral sait quoi faire, mais ce gouvernement est maintenant confortable devant l'inégalité raciale. Et nous, en tant que société, surtout nous dans le mouvement progressiste, nous n'avons pas poussé le gouvernement à, en fait, égaliser les chances pour tout le monde. Maintenant, vous pouvez continuer les études et à travailler avec le gouvernement. Et vous pouvez continuer d'accepter que les enfants soient traités de façon inégale. Mais il arrive un moment, et c'est notre devoir comme adultes, de défendre ces enfants. Il arrive un moment où il faut faire cela. Et pour nous, c'est arrivé en 2007. On avait travaillé pendant plus de 10 ans avec le gouvernement fédéral pour égaliser les chances au niveau de l'aide à l'enfance. On savait qu'on avait au moins 32% de moins que les autres enfants au pays. Et le résultat de cela, c'est qu'il y a plus d'enfants maintenant sous l'aide à l'enfance que jamais. Et nous soupçonnons que si on poursuit le gouvernement fédéral en cours des droits de la personne, peut-être que cela va arrêter. Mais lorsqu'on a créé notre groupe, on a reçu un conseil des aînés et je vous transmets ce conseil parce que je crois que c'est important pour notre travail collectif. Elle a dit, il ne faut jamais tomber en amour avec la société compatissante ou avec votre carte de visite. Il faut aimer vos enfants seulement parce qu'il arrivera un jour où vous devrez sacrifier les deux pour vos enfants. Et ce jour est arrivé en 2007. L'Assemblée des Premières Nations et moi-même, on a déposé ce grief contre le gouvernement fédéral devant le tribunal des droits de la personne à cause du service inégal pour les enfants autochtones. Ça, c'était s'attaquer à la conscience de la nation. Et pourtant, ça n'a été mentionné que brièvement dans les journaux et souvent à la 4e ou à la 5e page. Et en quelques jours, on avait passé déjà à autre chose. Je me rappelle encore le bruit de mes pas sur les escaliers du Parlement. Personne n'était là, mais on a créé cette campagne qui s'appelait « Je suis témoin ». Et on a préparé tous ces documents pour cette cause, mais les Canadiens les ont ignorés. Pendant 9 ans, j'ai été la seule à savoir ce qui se passait. Et le gouvernement du Canada a essayé de faire annuler cette cause. Non pas parce que le gouvernement ne reconnaissait pas les faits. Le gouvernement fédéral n'a jamais dit qu'il n'avait pas traité les enfants autochtones de façon inégale. Le gouvernement voulait surtout ce qui lui convenait. Le fédéral a essayé à 8 reprises de faire annuler la cause en disant que c'était injuste de comparer le niveau de services qu'on fournit aux Premières Nations au niveau des services fournis par les provinces aux autres. Ils ont également dit que si les Premières Nations donnaient des soins aux enfants de façon inégale à cause du financement, eh bien, c'était les Premières Nations qui faisaient discrimination
contre leurs propres enfants et non pas le fédéral. À aucun moment, ils n'ont défendu les intérêts des enfants. Et pendant qu'ils faisaient ce récit, qui faisait l'apologie de l'inégalité, ils disaient que les enfants des Premières Nations ne pouvaient pas gérer leur argent, qu'il fallait un système de reddition de comptes, qu'il fallait renforcer leur capacité. Ils voulaient utiliser le renforcement des capacités. Bon, il est vrai qu'il y a des Premières Nations qui gèrent mal leurs fonds, mais on n'est pas les seuls. Je viens de voir ce qui est arrivé au Québec. Et personne n'a essayé d'adopter une loi sur la reddition des comptes financiers comme ils l'ont fait pour nous, mais c'est peut-être ce qu'il leur faut. Ce sont des stéréotypes terribles qui nous ont empêchés d'avoir les Premières Nations à cœur. Ça a enlevé aux Premières Nations leur capacité et ça vous a en fait enlevé la capacité d'être là pour les autres comme notre hymne national l'exige. L'un des documents déposés montrait que les enfants des Premières Nations ont 12 fois plus de chances d'être placés en famille d'accueil. La raison étant l'abus des stupéfiants, les mauvais logements et le niveau de vie inadéquat. Qui a laissé un enfant à la maison pour assister à cet événement? Est-ce que vous pensez à vos enfants laissés à la maison? Les enfants comptent le nombre de nuits avant qu'ils ne peuvent revoir leur mère. Lorsque vous additionnez le nombre de nuits que les enfants des Premières Nations ont passées en famille d'accueil depuis 1999 et 2012, c'est 167 000 années d'enfance. Le problème avec l'inégalité graduelle, c'est que les enfants n'ont pas ça pour les parents. Et voilà pourquoi on ne peut pas mettre en veilleuse leur enfance entre-temps. J'ai dit que le gouvernement fédéral, c'est ce qu'il fait. Je pense que les meilleurs documents de gouvernement sont souvent secrets. C'est cela qu'on ne veut pas partager avec nous, n'est-ce pas? Parce que ça révèle en fait leur note de discours. Voici un document secret du gouvernement qui estime le manque à gagner pour les Premières Nations. Et la date là, c'est 2012. Et c'est beaucoup d'argent. Là où il y a ce déficit, c'est lorsqu'il faut garder les enfants ensemble avec leur famille. Voilà pourquoi le tribunal des droits de la personne a signalé que ce système inégal au Canada est en train d'aggraver le problème causé par les pensionnats au lieu de l'atténuer. On a parlé du feu tragique. Et nous savons que même très récemment, dans le budget, on a eu des fonds pour le logement, l'accès à l'eau potable et les nouvelles écoles. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle le budget d'infrastructure des Premières Nations, des affaires indiennes. Mais ce qui s'est passé dans les années précédentes, c'est qu'on a sous-financé de façon si dramatique ces services qu'on est en train de transférer 98 millions de dollars par an de l'infrastructure pour éponger le déficit. Et même ce montant ne suffit pas. Cet argent couvre également les services d'incendie. Ça couvre également la protection contre les incendies, ce 98 millions. Donc ça, c'est en fait déplacer le mobilier sur le Titanic. Ce que le gouvernement fédéral doit faire, c'est pas investir davantage en éducation et dans le logement. Ce que le gouvernement fédéral doit faire, c'est s'engager à éliminer la discrimination raciale à travers tous ces services et accroître le financement pour que ça soit l'équivalent de ce que tous les autres Canadiens reçoivent et mettre fin au programme de sanctions économiques contre les Premières Nations qui créent des réfugiés dans notre propre pays. Parce qu'on n'aide pas ces gens. Alors, comment se sent-on lorsqu'on est l'un des enfants qui ne vaut pas cet argent? Voici un document sur les enfants. Si on est un enfant d'un autochtone dans cette province, on reçoit tout ce dont on a besoin, par exemple les fauteuils roulants, mais si on est dans les Premières Nations, on reçoit un équipement tous les 5 ans. Je l'ai vécu de première main.
lorsque j'ai vu un enfant de 11 ans souffrant de paralysie cérébrale. Lorsque j'ai appelé le gouvernement fédéral pour demander si on pouvait réparer son fauteuil roulant, on a dit que d'après le calendrier, ça devait durer 2 années de plus. Mais son enfance n'a pas été mise en veilleuse pour autant. Donc, le tribunal des droits de la personne, après que le gouvernement fédéral ait échoué à faire annuler la cause, le tribunal a finalement statué le 26 janvier. Et ce que le tribunal des droits de la personne a trouvé, c'est que pour la première fois dans le monde, un pays développé, notre pays, a fait preuve de discrimination raciale contre 163 000 enfants. Et on a ordonné au gouvernement fédéral d'arrêter cela tout de suite, mais ce n'est pas fait encore. Le gouvernement fédéral n'a pas obtempéré. Ce que le fédéral a fait, c'est en fait divulguer ou publier un budget. Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas reconnaissant? Parce qu'on a 171 millions pour l'aide à l'enfance. C'est en deçà de ce dont on a besoin. Et ça ne fera qu'éterniser cette discrimination raciale qui tient lieu de politique fiscale. J'ai un rêve pour l'anniversaire du Canada. Et il en va de même pour les enfants autochtones avec lesquels je travaille, les enfants des Premières Nations. Moi, je rêve d'un pays où les enfants des Premières Nations n'ont plus à passer leur enfance à lutter pour l'égalité ou la justice. Et je rêve d'un pays où tout le monde comprend que ça, c'est injuste de donner un enfant moins à cause de qui ils sont. Je voudrais donner à ce pays la base de l'équité et la cohérence dans ses valeurs qui nous a fait défaut depuis tout ce temps. Mais je ne peux pas faire cela sans vous tous. Il y a beaucoup de mouvements en faveur de la justice, tout aussi importants, mais comme le juge de la Cour suprême des États-Unis l'a dit, il n'y a pas plus grande inégalité que dans le traitement inégal des gens égaux. Et il y a peu de groupes qui ont vécu. En fait, je vous mets au défi de trouver un groupe qui a vécu ce genre de discrimination raciale à travers la politique fiscale, comme l'a été le cas des Premières Nations depuis la Confédération. Alors, si vous voulez que la réconciliation soit réelle, je pense que ça commence par ne pas dire désolé 2 fois. Merci beaucoup de votre attention.